Dans ce cours, on va parler de l'abus de droit de propriété. Alors l'abus de droit de propriété, c'est envisagé soit dans le programme d'introduction au droit, mais surtout dans le programme du cours de droit des biens. Et quand vous êtes interrogé là-dessus, ça tombe très souvent en partiel, c'est souvent vous avez un conflit de voisinage. Donc vous avez deux voisins qui sont pas contents et il y a une des deux parties qui va vouloir engager une action en justice pour résoudre un problème, donc soit pour obtenir des dommages et intérêts, soit pour obtenir par exemple la démolition d'un ouvrage qui va les gêner dans leur vie quotidienne, etc. Et la difficulté en fait sur ce thème, c'est surtout de savoir distinguer l'abus de droit de propriété d'un autre fondement qui est les troubles anormaux de voisinage. Parce que dans un cas pratique, vous allez devoir arbitrer entre les différents fondements pour savoir lequel est le plus pertinent, lequel vous allez pouvoir invoquer pour aider la personne à obtenir satisfaction, donc comme je vous disais, des dommages et intérêts ou la cessation du trouble. Donc comment est-ce qu'on va voir, nous, l'abus de droit de propriété? Dans un premier temps, on va d'abord le définir. Je voudrais vraiment que vous compreniez à quoi ça sert et ce que c'est que l'abus de droit de propriété avant qu'on aille plus loin. Ensuite, on verra les conditions de l'abus de droit de propriété, en sachant que les conditions, il faut les apprendre de manière assez stricte, rigoureuse, parce que si vous tombez en cas pratique, le fait de les reprendre une à une, ça montrera que vous avez bien compris ce que c'est. Ensuite, dans un troisième temps, on verra rapidement des exemples d'abus de droit de propriété. En fait, concrètement, on va voir ce qui est tombé en jurisprudence devant la Cour de cassation pour que vous puissiez savoir ce que vous pouvez avoir en cas pratique. Et enfin, on terminera par une partie que les étudiants oublient souvent, c'est les conséquences juridiques, les effets. Évidemment, si on part sur le fondement de l'abus de droit de propriété, c'est bien pour obtenir quelque chose. Et donc, il faut bien envisager les effets, les conséquences. C'est ce qu'on verra dans un quatrième temps. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc comme je vous disais, on commence avec quelques explications sur l'abus de droit de propriété pour bien comprendre ce que c'est. Donc l'abus de droit de propriété a été consacré dans un arrêt que vous avez forcément vu si vous êtes en L1, c'est l'arrêt Clément Bayard, donc, qui était rendu pardon, par ce qu'on appelait la Chambre des requêtes avant, la Cour de cassation, du 3 août 1915. Donc dans cet arrêt, vous aviez une personne, donc le propriétaire d'un terrain, Monsieur Clément Bayard, qui avait un hangar avec des ballons dirigeables, donc pour voir plus clair, des montgolfières. Sauf que son voisin, Monsieur Coquerel, n'était pas satisfait de cette situation et pour gêner son voisin, pour, on l'imagine en fait, stopper le fait que il y avait un hangar pour ballons dirigeables, il a décidé de mettre sur sa propriété des piquets en bois surplombés de pics de fer de plus de 16 mètres de haut. Donc techniquement, on aurait pu se dire, sur sa propriété, il fait ce qu'il souhaite. S'il veut mettre des pics de fer de 16 mètres de haut, il fait ce qu'il veut. Après tout, le droit de propriété est un droit absolu, nous dit le Code civil. Et même le Code civil nous dit le plus absolu. Lors d'une sortie, finalement, un des dirigeables se déchire à l'occasion d'une collision avec les pics de fer de plus de 16 mètres de haut, ce qui est logique. Donc, évidemment, conflit, comme je vous disais en introduction, entre deux voisins. La question qui se posait à la Cour de cassation, c'était est-ce que ce droit de propriété, qui est envisagé à l'article 544 du Code civil, je vous rappelle que cet article nous dit quand même que le droit de propriété est le droit le plus absolu, la Cour de cassation, enfin, est-ce qu'il peut dégénérer en abus? Et la Cour de cassation nous dit, la Cour d'appel a valablement pu retenir qu'il y avait eu abus de son droit, donc abus du droit de Monsieur Coquerel, en retenant que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain aucune utilité et n'avait été érigé que dans l'unique but de nuire à son voisin. Donc on consacre ici la notion d'abus de droit et on voit même les critères de l'abus de droit sur lesquels on va revenir après. Donc c'est ce que nous dit la Cour de cassation. La Cour d'appel a valablement pu retenir qu'il y a eu abus de son droit en retenant que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain aucune utilité. Absence d'utilité, on verra que c'est important. Et deuxième élément, intention de nuire. On y vient, les conditions de l'abus de droit de propriété. Donc là, on a la consécration, on a vu ce que c'était, comment ça a été défini. Maintenant, on part sur les conditions. Donc si vous êtes en cas pratique, retenez bien ces conditions parce que c'est là où il y a des confusions, en tout cas des manques de rigueur, manque de précision pour beaucoup d'étudiants. Dans les copies que j'ai corrigées en tout cas. Donc d'abord, l'abus de droit repose aujourd'hui sur l'article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors là, on a mis ancien article 1380, c'est 1382, si je dis pas de bêtises, donc notez-le. Il relève de la responsabilité civile extra-contractuelle et non du droit de propriété. Donc très important à retenir,
quand vous voulez engager la responsabilité d'une personne sur ce fondement, c'est bien l'article 1240 du Code civil que vous allez invoquer et pas l'article 544. On ne le rattache pas au droit de propriété, on le rattache à la responsabilité civile extra-contractuelle. Donc comprenez bien ça déjà. Parce que si dès le départ vous citez l'article 544, en cas pratique, il va y avoir un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut démontrer? Partant de ce fondement, l'article 1240, qu'est-ce qu'il faut démontrer pour pouvoir démontrer, pour pouvoir prouver un abus de droit de propriété? Une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Et on va donner des précisions. Alors comment est-ce qu'on démontre la faute? C'est ça le problème. C'est ça qui va être difficile à démontrer. Donc, il faut démontrer un abus. Cet abus se caractérise par une intention de nuire, nous dit la Cour de cassation. Problème, comment est-ce qu'on peut démontrer une intention de nuire? C'est très délicat. Comment, moi je sais, comment on faisait par exemple pour savoir que Monsieur Coquerel avait une intention de nuire? On aurait très bien pu dire non, non, j'ai pas envie de nuire, vous pouvez pas sonder ce que je pense dans ma tête. Moi, j'ai fait des piquets de 16 mètres de haut parce que je trouvais ça beau de les mettre dans mon jardin. On peut pas vérifier psychologiquement qu'il avait une intention de nuire. C'est une preuve qui est délicate s'agissant d'un élément psychologique. Donc c'est pour ça qu'en fait les juges vont déduire cette intention de nuire de plusieurs indices. Puisqu'on ne peut pas sonder sa psychologie, bah, on va le déduire de plusieurs indices. Et donc on va le déduire principalement de l'absence d'utilité de la manœuvre. Vous avez vu dans l'arrêt Clément Bayard qu'on a vu juste avant, la Cour de cassation parlait de l'absence d'utilité. Donc d'abord, l'absence d'utilité de la manœuvre va pouvoir révéler cette intention de nuire, et puis l'absence de justification, de raison valable ensuite. Pourquoi est-ce que tu as installé sur ton terrain des pics de 16 mètres de haut? Bon, c'est pas utile pour toi, est-ce que tu peux le justifier? Donc il faudra des justifications, des raisons valables. Je vous ai mis là même un extrait de la Cour de cassation. C'était refusé de manière injustifiée et sans motif légitime. Donc ça, c'est très important, comprenez bien. Donc pour démontrer la faute, il faut caractériser un abus, il faut démontrer un abus, et cet abus se caractérise par une intention de nuire. Donc faute, abus, intention de nuire. Comment est-ce qu'on révèle cette intention de nuire? On ne peut pas prouver psychologiquement l'intention de nuire, donc on le déduit de plusieurs indices, et notamment de l'absence d'utilité de la main-d'œuvre et de l'absence de justification. Donc l'absence de motif légitime, vous voyez, ça revient. L'exercice du droit a pour limite la satisfaction d'un intérêt légitime et sérieux. Voilà. Ça, c'est encore des exemples jurisprudentiels. Alors, voilà pour l'abus de droit de propriété, vous avez vu les conditions, c'est assez simple. Mais pensez à rappeler, hein, le fondement 1240, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Cette faute, elle se caractérise par un abus, donc il faut démontrer une intention de nuire que les juges vont déduire de plusieurs indices, et on a vu les indices: absence d'utilité de la manœuvre, pardon, et absence d'utilité et absence de motif légitime, de raison valable. Est-ce que maintenant, si vous êtes en cas pratique, vous avez une alternative à ce fondement? Oui, on l'a dit en introduction, c'est les troubles anormaux de voisinage. Alors c'est très important parce que quand vous allez avoir des cas pratiques, vous allez avoir des faits dans lesquels soit on vous montre que vous allez pouvoir déduire l'intention de nuire et donc vous pourrez partir sur ce fondement, soit l'intention de nuire sera pas nécessairement va pas ressortir des faits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette intention de nuire, elle rend complexe les actions intentées sur le fondement de l'abus de droit de propriété. En pratique, quand vous allez devant un juge, c'est pas si simple que ça de prouver une intention de nuire. Vous aurez souvent quelqu'un en face qui le fera pas uniquement pour nuire, mais qui aura peut-être une utilité. Il y aura peut-être une raison pour l'ouvrage qui va, par exemple, vous gêner. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous pouvez pas partir sur l'abus de droit de propriété, vous pouvez, dans un première partie, expliquer sur le fondement de l'abus de droit de propriété, rappeler rapidement les conditions, puis dire en l'espèce, bon, a priori, ça va être compliqué de prouver l'intention de nuire, puisque là, il semble bien qu'il y ait une utilité dans la manœuvre, etc. Donc, ça, c'est un point très important. Et puis ensuite, si vous voyez que c'est pas possible de partir sur l'abus de droit de propriété, eh bien, vous partez sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, qu'on ne détaillera pas dans cette vidéo, mais c'est un fondement qui pourra plus facilement, pardon, s'appliquer dans beaucoup de cas. Mais c'est toujours en lien dans les cas pratiques, ces deux fondements. Voilà, je reviens pas trop dessus dans ce cours parce que j'ai pas envie de le rendre plus long. Vous avez
la responsabilité là pour, trouble anormal, de voisinage, mais je vous invite à aller le voir. Donc ensuite, troisième point, exemple d'abus, de droit de propriété. Ça, c'est simplement pour que vous puissiez voir, dans les cas pratiques, ce que vous pouvez avoir comme fait. Donc là, on a le refus sans motif légitime de l'accès à titre temporaire de leur voisine sur le terrain pour procéder aux travaux nécessaires de ravalement d'un mur, pouvant être effectués en 4 jours. Donc vous voyez, vraisemblablement, il y a des voisins qui se détestaient. On peut supposer ça. Vous aviez la voisine qui, voulait rentrer sur le terrain, on imagine des voisins, parce qu'elle avait besoin de faire, des travaux de ravalement du mur, que ça prenait que 4 jours et vous avez un voisin qui refuse. Bim, condamnation pour abus de droit de propriété. Ça, c'est le même exemple et puis voilà, exemple 2, le refus de manière injustifiée et sans motif légitime à autoriser son voisin à installer un échafaudage volant surplombant sa propriété pour achever les travaux de peinture, du mur pignon d'un immeuble, alors qu'il avait l'assurance que les travaux auxquels il s'exposait seraient contrôlés par un expert. Donc là, c'est, des cas similaires à ce qu'on a vu avant. Vous voyez que ce sont des cas assez mesquins, en fait, des petites embrouilles entre voisins et bon, bah, c'est sanctionné. Ensuite, exemple numéro 3, vous avez le fait de s'opposer sans raison valable à la démolition de constructions vétustes ayant fait l'objet de 2 arrêtés de péril, empêchant ainsi les propriétaires de procéder à des travaux autorisés. Voilà, j'ai pas spécifiquement à commenter. Donc voilà, vous voyez, ça peut être des cas comme ça qu'on peut vous donner en cas pratique, tirés de la jurisprudence. En tout cas, il faudra toujours bien rappeler donc les fondements, juridiques et surtout la caractérisation de la faute à travers cette intention de nuire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand vous êtes étudiant. Vous êtes vraiment interrogé là-dessus. Ce fondement, c'est, au cœur, hein, de la notion, c'est l'intention de nuire, qui se caractérise par les indices qu'on a vus. Ensuite, et c'est le plus important, quand vous êtes en cas pratique, n'oubliez pas, hein, quand vous partez sur un fondement, c'est bien pour obtenir quelque chose. Vous avez une personne qui est gênée par, un conflit de voisinage et qui va souhaiter obtenir soit des dommages et intérêts, soit ce qu'on appelle une réparation en nature. Donc, le principe, c'est quoi? La victime de l'abus de droit de propriété peut demander soit la réparation en nature, soit la réparation en argent. La réparation en nature, c'est condamner l'auteur de l'abus à la démolition des constructions qui, constituent un abus et à la remise des choses en l'état. Donc, par exemple, vous avez, je sais pas, les pics là de fer, on va exiger, qu'ils soient détruits, pour la personne, pour, monsieur Coquerel, donc qui avait les pics dans l'arrêt qu'on a vu avant. Clément Bayard va exiger la destruction, des pics de bois, parce que ça le gêne. C'est une réparation en nature. Réparation en argent ensuite, c'est les dommages et intérêts. Donc ici, l'auteur de l'abus va être indemnisé sous forme de dommages et intérêts et donc le plus souvent, cette condamnation à des dommages et intérêts, à verser des dommages et intérêts, interviendra lorsque la remise en état s'avère matériellement impossible. Ça peut arriver dans certains cas qu'on ne peut pas exiger la démolition de l'ouvrage pour telle ou telle raison. Dans ce cas-là, ça prendra la forme de dommages et intérêts. Voilà, ce cours est terminé et j'aimerais vous donner une synthèse vraiment de ce qui est le plus important à retenir dans ce qu'on a vu. Donc on a vu ce que c'était que l'abus de droit de propriété, notamment pour le distinguer des troubles anormaux de voisinage. Donc ça, c'est le premier point. Vous devez savoir arbitrer entre ces différents fondements. Deuxièmement, on a vu les conditions de l'abus de droit de propriété. On a vu que c'était fondé sur l'article 1240 du Code civil et qu'il fallait prouver une faute, un dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage. On a vu que cette faute était caractérisée par un abus et qu'il fallait prouver une intention de nuire. On a vu que cette intention de nuire pouvait être révélée notamment par l'absence d'utilité de la manœuvre ou par l'absence de justification, de raison valable. Et enfin, troisièmement, on a vu que le but du fondement de l'abus de droit de propriété, c'est d'obtenir des effets, des conséquences juridiques et qu'on peut demander soit la réparation en nature lorsque c'est envisageable, soit la réparation en argent, c'est-à-dire des dommages et intérêts, lorsque la réparation en nature ne peut pas être appliquée. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui présente l'Académie, c'est-à-dire cette plateforme de cours de droit en ligne sur laquelle vous avez tous vos cours complets pour réussir votre licence de droit. Bonne révision.